Depuis quelques jours, on parle beaucoup d'avortement au Québec, bien sûr, en raison des déclarations du cardinal Marc Ouellet à Québec, qui a dit, écoutez, il faut réitérer la position de base de l'Église, c'est-à-dire qu'on est contre l'avortement, et on est contre l'avortement dans tous les cas de figure, parce que c'est la vie qui doit être priorisée. Avant toute chose, c'est la vie du fœtus qui doit importer avant même, donc l'intérêt de la mère, puisque dans sa philosophie, même en cas de viol, la femme devrait garder l'enfant puisqu'il s'agit de la vie. Alors, ces déclarations-là ont suscité beaucoup de réactions. Il y a des commentateurs qui sont prononcés. Plein de gens qui ont dit, bon, mais le cardinal Ouellet est dans les patates parce que c'est une position qui date des années 50, alors qu'il y a eu évolution de la société au Québec depuis lors. Les femmes ont obtenu les droits. L'avortement fait partie maintenant de la réalité moderne. Et il y a eu quelques notes en faveur du cardinal Ouellet. C'est le cas d'une lettre ouverte qui est parue dans le journal Le Nouvelliste de Trois-Rivières, qui a suscité mon intérêt parce que je trouvais que c'est écrit par une jeune femme de 25 ans qui n'y allait pas avec le dos de la cuillère, mais qui allait d'une façon structurée. Alors, j'ai décidé de l'inviter pour qu'on puisse réfléchir à tout ça. Il s'agit de Marilyn Paris, 25 ans, mère de 2 enfants, étudiante en études anciennes à l'Université Laval, qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous-même? Oui, merci. Alors, pourquoi avoir pris la plume et écrit dans le journal pour appuyer le cardinal Ouellet? Parce que, généralement, les jeunes femmes sont plutôt contre ce qu'il dit, là, actuellement. Ben, en fait, c'est ça, comme je le disais au début de ma lettre ouverte, c'est que, bon, je regardais un peu les nouvelles, puis vraiment, j'ai été fâchée de voir la façon dont ça a été couvert. Couvert d'une part par les journalistes, mais surtout de voir les commentaires de notre élite politique, puis aussi notre élite intellectuelle, en tout cas ce qu'on appelle comme ça. Et je trouvais que le cardinal Ouellet arrivait avec une argumentation structurée et intelligente, et tout ce qu'on se trouvait à lui répondre, c'était en fait des sophismes ou en fait là, des propos qui n'étaient même pas des arguments qui se tenaient. Alors devant ça, j'étais fâchée, puis j'ai décidé un petit peu de me défouler en écrivant, et puis voilà, bon, ça a paru. Alors que vous avez vu que les pro-choix, eux aussi, étaient fâchés. Il y a plein de femmes qui ont dit, écoutez, ça fait 40 ans là, qu'on a obtenu le droit à l'avortement, puis il veut revenir sur des acquis. Et ça aussi, ça vous choque, là, si je me fie à votre lettre, là. Ben oui, c'est ça, parce que dire qu'il s'agit d'acquis, c'est pas un argument. Quand on creuse un peu, là, on se rend compte rapidement que l'argumentation de ce qu'on appelle les pro-choix, en fait, est basée sur pas grand-chose. C'est pas enraciné vraiment solide. Et puis, dire, bon, c'est des acquis, on va pas revenir là-dessus. Je trouve que pour des gens qui sont si sûrs, si certains de leur position, en fait, ils ont l'air d'avoir pas mal peur du dialogue. Normalement, quand on n'a pas peur, qu'on est convaincu de ce qu'on pense, ça ne nous dérange pas d'en débattre. Puis la preuve, c'est que le cardinal Ouellet, lui, il le fait. Donc, il est venu mettre vraiment le doigt là, sur la première question qu'on devrait se poser, à savoir si la vie, si l'enfant dans le ventre de sa mère est oui ou non un humain, puis à partir de quand commence la vie humaine. C'est la question qu'il faut se poser. Bon, et d'après vous, ça commence quand? Bien, la seule façon de ne pas être arbitraire, c'est de dire de la conception. Parce que sinon, si on dit dès la naissance, bien là, ça pose des problèmes. Parce qu'on se dit, oui, mais là, s'il y en a 2 semaines avant, ou est-ce que c'est à partir du moment où on a 2 poumons? Est-ce que c'est à partir du moment où on peut parler? Donc, la seule façon vraiment de ne pas être arbitraire, c'est de dire dès la conception. Donc, vous seriez également contre la pilule du lendemain, qui est une forme d'avortement, puisque la conception, oui, c'est que quelques jours après, là. Bien, c'est ça, mais il faut distinguer parce que la pilule du lendemain, là, il peut en avoir différentes sortes. Il y a, oui, une pilule abortive, mais il y en a une autre sorte aussi là, qui a pour effet d'empêcher l'ovulation, je crois, ou des choses comme ça, mais puisqu'on ne peut pas savoir si la femme a oui ou non ovulé après une relation sexuelle, bon, de fait, les 2 sortes là, sont aussi mal l'une que l'autre. Non, vous êtes contre les 2? Oui, tout à fait. Et vous êtes contre l'avortement également, et c'est ça qui a posé beaucoup de problèmes là, au cours des derniers jours, parce que le cardinal Ouellet est allé jusqu'à dire je suis contre l'avortement, même en cas de viol. Oui. On sait qu'en Irlande, il y a eu des débats là-dessus. Une femme voulait se faire avorter, ça a été interdit, etc. Vous trouvez vraiment, en 2010, qu'une femme qui se fait violer devrait être moralement obligée de garder l'enfant? Oui, parce que du moment où on admet que l'enfant dans le ventre de sa mère est un humain à part entière, qu'il s'agisse d'un viol ou d'une autre situation, l'acte demeure le même. Ça ne fait pas que c'est bon parce que c'est un enfant du viol, c'est un enfant quand même. Le fœtus, appelez-le comme vous voulez, il n'a pas à payer pour un crime qu'un homme a commis envers une femme. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça demeure le même acte qui est aussi mauvais là, dans un cas comme dans l'autre. Mais c'est quand même pas l'enfant de l'amour à ce moment-là. Là. Oui, mais dans ce cas-là, il y a plein d'autres enfants aussi qui sont peut-être pas les enfants de l'amour. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une qualité d'acte d'amour, d'acte sexuel pour pouvoir dire que l'enfant a le droit de naître? Mais l'agression sexuelle est probablement un des
pire crime dont on puisse être victime. C'est la femme qui est victime de ça, puis en plus de ça, vous lui dites, bon, ben, tu vas avoir le bébé, puis tu vas être obligé de l'aimer. Peut-être qu'elle ne pourra pas l'aimer après coup non plus. Là, mais c'est certain, je comprends. Être dans cette situation-là, je suis moi-même femme, là, alors c'est certain que je trouverais ça super difficile de devoir mener à terme une grossesse pendant 9 mois avec, en fond, le fruit d'un acte qui est ignoble en lui-même. À présent, il faut peut-être voir aussi qu'on peut peut-être, dans le fond, pallier à ça en faisant un bien à un enfant, en lui donnant la vie, en ayant cet acte de générosité-là. Puis peut-être aussi en l'offrant à une famille aimante qui ne demande rien de mieux que d'avoir un enfant. Fait que c'est certain que c'est difficile. Là. Je serais la première à trouver ça super difficile de porter un enfant que j'ai pas voulu. Mais quand même, c'est peut-être 9 mois qui vaut la peine d'investir pour donner la vie à quelqu'un. Mais seriez-vous capable nécessairement d'aimer, vous, le fruit du viol? Il arrive un petit gars qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au père qui a violé, je veux dire... Ah, ça, c'est certain. Ça dépend d'une femme à l'autre, c'est certain. Puis, personnellement, je dis, j'aurais peut-être de la misère, oui. Puis, c'est pour ça que j'envisagerais probablement, à ce moment-là, de faire adopter cet enfant-là. Parce que, bon, l'enfant va trouver une famille qui va l'aimer de toute façon, puis eux verront pas ce problème-là. Sinon, en tant que femme, c'est certain que je trouverais ça difficile de voir un enfant qui ressemble à celui là, qui a abusé de moi. Donc, pour vous, c'est la vie avant toute chose. Or, il y a des gens qui disent, attention, tant que la vie n'est pas complète. C'est-à-dire, tant que l'enfant n'est pas né, la priorité, c'est la mère. C'est la mère qui doit avoir priorité sur le fœtus. Bien, dans ce cas-là, c'est dans le fond, un enfant qui ne peut pas se défendre est à la merci complète d'une femme. Ça serait un peu difficile à imaginer. J'ai un peu de difficulté avec ça, pas vous? Si vous, parce que des fois, il peut arriver maintenant avec les progrès de la médecine, c'est assez théorique, là, mais un cas d'espèce où il faut choisir entre la vie de la femme et celle du petit bébé qui naît, vous faites quoi? Oui, bien là, à ce moment-là, c'est une toute autre question parce qu'il s'agit de sauver un des deux. Là, à ce moment-là, l'Église va, en tout cas, je pense que c'est des directives qui sont complètement différentes là, des cas de la majorité du temps. Puis quand il s'agit effectivement de sauver un des deux, à ce moment-là, on risque probablement de sauver celui qui a le plus de chances de s'en tirer, généralement la mère. Mais ce sont des cas différents. Là. On ne peut pas non plus mélanger les deux situations. C'est trop différent, en fait. Non, mais parce que si on suit cette logique-là, le fœtus aurait plus de droits que le petit bébé, parce que justement, on a tendance à privilégier la mère. Oui, bien c'est sûr, on va privilégier la mère, ça va arriver, effectivement. Alors que pour ce qui est de la relation avec le fœtus, vous voulez privilégier le fœtus. Répétez-moi ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si je vous donne le choix là, entre le bébé qui sort, puis qui va peut-être mourir, puis la mère qui va peut-être mourir, vous me dites, ouais, ben généralement, on prend de la mère parce qu'elle a plus de chances de survie. Mais là, je vous dis, si on a à choisir entre la décision de la mère ou la décision du fœtus de garder le fœtus, et vous dites qu'il faut que ce soit la décision de garder le fœtus qui l'emporte. Non, mais pas nécessairement. Comme je vous dis, si par exemple une femme tombe enceinte, c'est dangereux pour sa vie, c'est certain qu'il va y avoir d'autres moyens, d'autres choses qu'on peut faire. On peut effectivement décider à ce moment-là de faire peut-être un avortement thérapeutique, mais c'est pas la même chose. C'est pas de décider volontairement de faire un acte positif pour dire cet enfant-là, je n'en veux pas pour telle raison, alors je m'en débarrasse. Dans ce cas-là, c'est vraiment de sauver une des deux vies, sinon on les perd les deux. Alors là, c'est vraiment une autre question. C'est vraiment pas comparable comme cas. Dans votre lettre, vous dites que vous êtes choqué par la malhonnêteté crasse de la gente politico-féminiaque québécoise. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, ce que je vois, c'est que toutes nos élites là, féministes, que ce soit par exemple Mme Marois ou encore nos autres ministres, là, Mme Saint-Pierre et tout ça, en fait, sont très malhonnêtes parce que au lieu, en fait, d'établir un dialogue puis une argumentation raisonnée, logique, tout ce qu'elles font, c'est dans le fond on fait sortir des sophismes. Par exemple, en s'attaquant directement au cardinal Ouellet, là, faire des attaques ad hominem, donc dire lui peut pas comprendre, lui c'est un macho, lui ça se fait pas, c'est pas un argument. Ou encore de dire que faut pas retourner à l'époque des broches à tricoter. Quant à moi, c'est pas un argument. Est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu, s'il vous plaît? Donc, c'est ça, je suis déçue parce qu'au lieu vraiment d'engager un dialogue intelligent, ils font juste dire « Ah non, il faut balayer ça en dessous du tapis, il ne faut surtout pas en parler. » Et vous dites que ces femmes-là ont des chiens de poche, les journalistes. Oui, désolée. Comment ça, des chiens de poche? Parce qu'à chaque fois qu'une féministe se prononce, là, je parle vraiment des féministes mainstream, comme on veut, là, que ce soit nos chefs syndicales ou encore, comme je vous dis, nos ministres, le journaliste est toujours là à pas poser de questions directes puis à rendre ça là, comme si c'était la vérité, qu'il fallait absolument pas en reparler. Je suis désolée, mais dans les acquis des féministes, il y a des grandes choses. Je serais la première à aller voter pour aller manifester plutôt pour mon droit de vote. À présent, je trouve que sur certains sujets, notamment ce qui a trait à la morale sexuelle, les féministes sont allés beaucoup trop loin puis ont demandé des choses qui, en fait, sont complètement inacceptables. OK. Est-ce que vous êtes dans le mouvement pro-vie? Non.
OK. Vous faites ça d'une façon indépendante. Oui, vous avez tout à pensé fait. à ça, vous avez écrit, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité, parce que je trouvais que ça allait faire moins dogmatique que le mouvement pro-vie, où souvent on a toujours les mêmes porte-paroles. Si vous voulez, vous allez rester là. Oui. Et au retour, j'ai une de mes collaboratrices, Françoise Boivin, qui, elle, a pas du tout la même idée. Je ne sais pas si on peut l'embarquer comme une chienne de poche des féministes, mais en tout cas, elle est avec nous dans quelques minutes. À tout de suite.